Bonsoir à tous, il fait beau, il fait chaud, on est sous-payé mais on a décidé de quand même profiter de l'été. Bienvenue au Summer Intern Talk, votre rendez-vous du summer. Si vous êtes des stagiaires comme nous, actu, info et bonne ambiance, la recette des sports d'hiver réussie. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Eva Mej, from Master d'affaires publiques de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Et Vincent, from droit public de Nanterre. Bonjour. Bonjour à toi aussi. Et bien sûr, si j'étais Juliette, il serait mon Roméo. Si j'étais Diffoul, il serait mon Romano. Oui. Le pilier de mon cœur et l'architecte de l'émission, Gabriel aka le boss. Merci Antoine, merci à vous de nous écouter pour ce deuxième épisode du Summer Intern Talk. Bienvenue à vous et laissez-vous transporter par notre deuxième épisode. Nickel, oui, c'est un peu plus concis que la dernière fois, mais une très très belle introduction. On va commencer par remercier les milliers d'auditeurs qui nous ont écoutés sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, SoundCloud et bien sûr Copain d'avant. C'est une auto-promo. Hein. Je vais m'accrocher à cette vanne, Copain d'avant. Et bien sûr, merci à tous les retours qu'on a eus, les gens qui nous ont dit que c'était bien, les gens qui nous ont dit que c'était nul. Maintenant, on sait qui vous êtes, donc vous n'aurez plus de messages. Je vais commencer l'émission par un petit mea culpa. Effectivement, la dernière fois, j'ai dit que le PSG n'avait jamais passé les quarts de finale de la Ligue des Champions. J'ai eu une quinzaine d'ultras qui m'attendaient en bas de chez moi. Je recommencerai plus. J'ai déménagé, j'ai changé de numéro. Arrêtez de me le dire. Vraiment 1000 excuses. Bon, eh bien, nous sommes réunis aujourd'hui avec deux personnes qui ont un objectif commun dans la vie, c'est-à-dire réussir, qui n'ont qu'un seul mot d'ordre, le succès. On va se l'avouer, nous avons affaire à deux boss. On est passé assez vite du coup sur votre cursus, mais Vincent et Eva Mej, est-ce que vous pouvez nous présenter votre cursus ? Qui êtes-vous ? Qui veut commencer ? Qui est le first ? Je commence. Bonsoir Eva Mej. Bonsoir. Alors master à Sciences Po du coup. C'est ça, j'ai fait toute ma scolarité à Sciences Po Paris, Ok. avec une troisième année d'échange à Montréal, à McGill University. Plutôt la classe. Voilà. Et du coup là t'es en master d'affaires publiques. Je suis en Master 1 en affaires publiques, en spécialité politique publique, Ok. qui est un peu la voie classique à Sciences Po pour les concours administratifs. Comme tout ce qui est ENA C'est ça. et quoi d'autre du coup parce que t'as dit les concours administratifs. Alors l'ENA, c'est le plus connu, mais il y a par exemple l'INET pour tout ce qui est territoire. Il va y avoir directeur d'hôpital, commissaire, enfin voilà. Les directeurs d'hôpitaux ils sortent directement des instituts publics. Pas de médecine ou de... C'est une carrière administrative. D'accord. On en apprend tous les jours. Bien Première sûr. nouvelle. C'est le but de ce podcast finalement. Et toi du coup Vincent, t'es en droit à Nanterre. À Nanterre, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'ai fait tout mon parcours donc, au même endroit, la fac de Nanterre, où j'ai commencé avec une licence de Common Law, droit français et droit anglo-saxon. Merci d'avoir traduit pour les mecs qui comme moi ont eu leur TOEIC juste. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait qu'un seul semestre d'échange à une fac à Londres. Et je suis donc maintenant en M1 droit public. Ok. Voilà. Et du coup, on sait que maintenant l'affaire publique c'est la voie royale pour les sciences pistes et pour l'ENA. Qu'est-ce que c'est la voie royale pour les gens qui sont en master de droit public ? Je dirais les concours de la fonction publique aussi. Ok, Pareil. l'ENA aussi, ça prépare au même, Ouais. même concours ? Ouais, c'est possible. Il y a des passerelles entre le droit public et Sciences Po, mais aussi vers la recherche ou vers tous les métiers de la justice. Et toi, du coup, tu t'orientes vers ça ou Plutôt vers les métiers de la justice, je pense. Ok. Tout ce qui est barreau. Précisément, ouais, voilà, le avocat. barreau, maître avocat. Ok, ça se prépare avec une prépa privée, ça, non ? C'est pas directement en sortant du master Ouais, il y a une prépa à part. Il y a les instituts d'études judiciaires qui sont dans des facs, les IEJ. Oui, les IEJ, oui. Je Très maîtrise, fameux, très fameux. Voilà, quelques facs ont ça. Et ensuite, une fois qu'on a passé le barreau, il y a une formation au barreau qui dure 1 an et demi. Après, tu dis, après avoir passé le barreau comme si c'était une petite formalité, c'est quand même un des concours les plus sélectifs de France, non Alors, je sais pas dans quelle mesure, ouais. Si ça se trouve, je le plante totalement. S'il Moi, te plaît, on invite que des crèmes ici. Donc... Non, c'est sélectif, c'est sûr, mais c'est pas comme l'ENM pour autant, qui est l'École nationale de la magistrature. Voilà, pour être procureur ou juge, je crois que c'est le plus sélectif de France. Ah ouais, le actuellement. NEM, Ah oui, d'accord. plus que l'ENA. Battez-vous s'il vous plaît. Alors là, si tu veux c'est- cracher sur la magistrature, c'est le moment. Là. Je pense que je connais pas du tout les taux de réussite à ces concours-là, mais je pense qu'ils sont tous sélectifs. Ok, de toute façon, si on veut, on peut croire en nos rêves. C'est un peu le message que tu voulais passer aux auditeurs. Absolument pas. On va commencer avec une première question qui est vraiment très simple. Quand vous étiez au lycée, qu'est-ce que c'était votre petit parcours ? Est-ce que vous aviez, avant d'intégrer du coup la fac de droit et Sciences Po,
qu'est-ce que c'était votre Vos matières rêves? préférées finalement. Oui, Par c'est exemple ça. aussi vos domaines. Eh Vincent. bien, écoutez, oui, je vais prendre la parole pour dire que je savais pas vraiment ce que je voulais faire au lycée. Ouais, j'aimais bien l'histoire géo, voilà. Ah, Donc non, c'était pas un parcours tout tracé. t'y allais parce que c'était la pastille verte sur APB. C'est un peu le truc par défaut. Bah, j'avais demandé que du droit quand même. Ouais. Oui, donc Mais tu parce connais- que, Ok, ouais, mais ouais. parce que Par défaut, mais bon, t'avais. quand par même un défaut, sacré mais parce que quoi. rien d'autre ne m'intéressait. Et que Ah, alors que je ne savais pas ce que c'était que le droit. Ouais, je sais pas, et ça t'a plu du coup? je me suis laissé tenter. Ouais, bah dans l'idée ça m'intéressait. Et puis du coup, bah, j'ai découvert ce que c'était en arrivant en L1. Et Le droit voilà, constit, ça t'a transporté, tu peux le dire. tout à fait. Et toi, Vamej? Je pense que ma matière préférée, c'était la philosophie et la littérature. Pas les Après, maths. j'aimais bien... Non. Après, j'aimais bien aussi tout ce qui était histoire, sciences politiques, économie. Voilà. Et C'est- j'aimais beaucoup aussi le théâtre. Enfin, j'avais une option théâtre et je rêvais de travailler dans la culture. Voilà. C'est pour ça que j'ai passé Sciences Po, mais j'ai aussi longtemps hésité à faire une prépa littéraire à elle. Parce que même en terminale, t'avais fait une préparation au concours Sciences Po. Oui. Et du Oui. coup, ça t'avait plu? Est-ce que tu as senti que ça avait vraiment eu son impact lorsque tu es rentré En fait, j'avais fait une préparation avec le CNED, donc c'est quelque chose d'assez solitaire puisqu'on reçoit des manuels et qu'on travaille à partir de ces manuels. Donc je ne sais pas si vraiment ça m'avait plu, mais j'avais fait les portes ouvertes de Sciences Po. Et ça m'avait vraiment enthousiasmé. Enfin, discuter avec des étudiants qui y étaient, voir un peu toutes les options. Ouais, c'est sûr. Mais parce qu'en tout cas, au moment où tu l'as passé, c'était vraiment super compliqué de rentrer à Sciences Po. Je sais pas si ils ont pas ouvert un peu plus les portes il y a pas longtemps. Il y a fait une une déclaration réforme en dessus. fait. Ouais, ils ont intégré la procédure dans Parcoursup. Ouais. Je sais pas à quelle échéance exactement, mais du coup, on va postuler sur dossier et il y aura un oral, mais ils suppriment tout l'écrit. Tous les concours écrits et tout. Ouais. Ok. C'est sûr que ça va faire un sacré écrémage. Il y aura des gens qui. Enfin bref, on les embrasse, les sciences pistes. Je les Hop. connais pas trop moi, mais j'ai vu 2-3 petites choses sur vos CV respectifs. Et du coup, où est-ce que tu as fait tes années lycée, toi, Eva? Alors moi, je suis lyonnaise d'origine, enfin C'est je suis ça. villeurbannaise, donc j'ai fait mon collège à Villeurbanne. Mhm. Et après, je suis allée à Lyon pour mon lycée. Ok, et du coup, est-ce que c'était un choix ou c'était une nécessité de partir vers Paris pour la suite de tes études? Est-ce que... Alors à Lyon, la plupart des étudiants restent dans la ville en fait. Ok. C'est beaucoup. Bon, attends, je suis en train de bafouiller, pardon. Non, il n'y a Non, pas de ça, souci, c'est vas-y, je super t'en bien. prie. Toutes les études peuvent être faites à Lyon. Il y a plusieurs Mhm. facs, il y a des écoles d'ingé, il y a Sciences Po Lyon. Donc, c'était très improbable que je monte à Paris pour mes études. Ok. Et Voilà. c'était du coup, n'hésite pas à me dire si c'est trop personnel, mais c'était pour ta famille, c'était toi qui a fait un choix du coup de monter à Paris. C'est juste vraiment parce que j'ai réussi Sciences Po. Si Ok. j'avais fait une prépa, j'étais admise au parc à Lyon. D'accord. Enfin, voilà, il y a notamment de très bonnes prépas. Voilà. Ok, d'accord. Bah, c'est un beau critère de, Beau pour critère de bouger, choix. alors. Ouais, carrément. Vous nous avez parlé du coup de vos objectifs et de votre vie de lycéen. Moi, je voulais juste revenir du coup sur ta vie d'étudiant, Vincent. En particulier, j'ai vu sur ton CV qui sera disponible en ligne, sur un LinkedIn probablement. Voilà, exactement. Oui. On compte sur toi pour tes prochains stages. Que tu avais fait du coup, que tu as eu des mémoires durant ton cursus et que tu en as effectué du coup en droit. Oui. Dans quel cadre? Qu'est-ce que c'est Ouais. qu'un mémoire? Pourquoi Eh en avoir bien, fait la fac de Nanterre, j'ai l'impression qu'elle est assez axée recherche. Donc ils encouragent à faire des travaux de recherche, du coup. Recherche en droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le droit, tu peux le pratiquer, comme tu peux pratiquer de l'économie, mais tu peux aussi l'étudier et l'analyser. Ok. C'est Donc vraiment voilà. lire des livres en fait, Voilà, lire des livres ou lire des décisions de justice. Ah ouais. encore plus passionnant. Ah, c'est un fun méconnu, trop méconnu à mon avis. Mais du coup, oui, c'était surtout donc à Londres, là, dans mon Erasmus, que tout était axé sur voilà, toutes les notes, c'était des rendus de travaux personnels de recherche. Et ça s'est ensuite confirmé en L3 dans mon deuxième semestre à Nanterre, puis en M1, où j'avais le choix entre faire un rapport de stage ou un mémoire de recherche. Et donc du coup t'es un feignant. Je n'avais pas de stage à l'époque, et donc j'ai choisi le mémoire de recherche. Ok. Mais c'est pas un vrai mémoire non plus, c'est 50 pages. Seulement ouais. Oui, mais quand un vrai mémoire de Master 2 en fait une centaine, voilà, j'ai pas écrit une thèse non plus.
Mais du coup, là, tu avais le choix de du sujet, tu avais le choix de l'encadrant pour ce Ah oui, mémoire. c'était très libre. J'ai choisi en fait ma directrice de recherche Ok. et j'ai ensuite ajusté mon sujet avec elle, enfin grâce à elle qui connaît un peu mieux quand même, qui avait voilà, un peu conscience de ce qui était jouable ou pas à faire. C'était sur un semestre en gros, en ayant des cours à côté. Enfin voilà, c'était pas non plus. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose du coup, autant pour ta recherche de stage que personnellement Ah oui, ouais, bien sûr. Ouais, je pense que c'est très intéressant de faire de la recherche, même si on n'a pas envie de devenir enseignant-chercheur plus tard, même si on n'a pas envie de faire une thèse. Je pense que c'est intéressant. Ça permet un peu d'analyser en profondeur un sujet. euh, et même si on pratique ensuite, ça apporte un recul. Ouais, je pense que c'est bénéfique. Ok, Et, trop cool. Petite question comme ça, quels sont les types de ressources qu'on peut trouver pour faire je suppose qu'il doit y avoir des ressources assez particulières pour faire de la recherche en droit ou pas du tout. Est-ce que, comment tu peux trouver les différents éléments, justement les décisions de justice dont tu parlais, etc. Bah, pour les décisions, ça c'est très simple parce qu'il y a les JFrance, Ok, le tu premier peux nous en site parler un de petit tous peu. les juristes voilà, C'est très simple. qui regroupe en gros tout le droit applicable et appliqué, enfin les décisions de justice, Ok. tous les codes, la constitution. Voilà, il y a tout le droit qui est disponible ou presque. Ok. Et après, ce qu'on apprend un peu tard, je pense, à la fac, c'est comment faire de la recherche, c'est-à-dire lire les journaux, les revues, ou même apprendre à feuilleter un manuel de droit. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment des recherches sur plein de ressources différentes finalement. C'est pas seulement. Oui, tu peux pas te contenter juste d'avoir un arrêt de Ouais. 2 pages et d'écrire un mémoire dessus. Le droit, c'est un art de vivre, vraiment. Là. C'est ça que le week-end, tout à l'heure, tu avais parlé. Enfin, tout à l'heure, que je dis tout à l'heure, encore une fois, je fais référence à quand on était en train de boire un café avant. Tu avais parlé du coup des associations étudiantes de Nanterre. Je pense qu'il y a plusieurs clubs qui se réunissent pour lire des décisions de justice et profiter de ce petit plaisir Mais ensemble. non, c'est pas C'est vrai. une petite secte avec des lectures occultes. Non, pas du tout. C'est rassurant. Est-ce que toi, Eva Mej, tu avais eu l'occasion de faire des petits mémoires durant ton petit cursus? Petit cursus. Bon, c'est un, Eva qui vise l'ENA a fait un petit cursus. Non, j'ai pas vraiment écrit de mémoire, plutôt des dissertations. des petits trucs, quoi. De moins de Voilà, 50 c'est pages, ça. donc vraiment répugnant. Plutôt 6-8, Bon, on apprécie quand même. ma participation. Et ben, tout à l'heure, tu as parlé de l'ENA. Donc, il y a pas longtemps, c'est sorti dans la presse. Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. Mm. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il va pas vraiment supprimer l'ENA, Tu veux mais dire que- plutôt réformer l'école. Donc ça peut changer par exemple une modification des modalités d'accès, de concours. Ça peut être un changement de nom, un changement dans le cursus, ou par exemple la fusion de plusieurs écoles, parce que comme on disait avant, il y a de nombreuses écoles d'affaires publiques. À mon sens, c'est une mesure un peu populiste d'annoncer la suppression de l'ENA. Je pense qu'il y a une grande confusion en France entre les politiques et les administrateurs, et qu'on profite souvent de cette confusion pour taper sur les énarques, qui en réalité sont souvent des gens qui sont dans l'ombre en train de travailler dans l'administration. Voilà. Je pense que l'accès à l'ENA et les études qu'on fait à l'ENA sont évidemment perfectibles. Après, en fait, le concours permet une forme de méritocratie, c'est-à-dire qu'il faut quand même réussir un concours pour arriver à tel poste. Si jamais on supprimait tout bêtement le concours, ce serait une voie comme dans le privé, avec un CV, un entretien. Et vu que c'est des postes qui sont très proches du politique, il y aurait des risques évidemment de clientélisme, Ok. voilà, de piston. Donc moi, le concours me semble Une bonne chose. Et même, je crois que faudra vérifier, mais je pense que c'est Napoléon qui a instauré le concours, et c'était vraiment une voie. Pour l'ENA, c'était fait par Charles. Non, pas l'ENA. Pardon. Le concours pour accéder à l'administration publique, Ok. et c'était vraiment une avancée. C'est quelque chose qui est perçu comme démocratique, je crois quand même. Et toi, du coup, t'as pas peur, du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu dis que tu veux postuler à l'ENA, mais t'as pas peur qu'il disparaisse tout bonnement Mais non, voyons. Mais si l'ENA disparaissait, il y aurait quand même d'autres concours dans la fonction publique. Ouais, c'est sûr. Et c'était un recrutement par CV pour les postes d'administrateur. Je postulerai par la nouvelle voie. Bien sûr. Du coup, tu veux faire une carrière publique, c'est-à-dire forcément dans l'administration. Est-ce qu'à ce niveau-là, ton engagement associatif et toutes les actions que tu as pu entreprendre, tu les calcules ou alors Je les calcule. C'est moche. Ah, je suis comme ça, je suis Du un coup, petit sneaky, moi. C'est pas très radiophonique, mais le CV d'Eva Mej est rempli de plein d'actions différentes. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, alors à Sciences Po, j'étais pas mal engagée dans l'association environnementale qui s'appelle Sciences Po Environnement, où
j'étais responsable de pôle, donc j'ai géré un jardin partagé notamment. J'étais aussi dans un comité avec l'administration pour essayer de réduire l'empreinte environnementale de Sciences Po. Ok. J'ai aussi été au bureau des arts, donc je m'occupais de certains théâtres. Voilà, on obtenait des places à prix réduit qu'on revendait aux autres étudiants. Pas du tout calculé, Eva, hein. Pas du tout, on le rappelle. Ouais, moi je suis comme ça, je dénonce, je déteste les politiques et toutes ces magouilles. Donc des associations nobles. Non, j'étais aussi vice-présidente du BDE cette année, qui est l'asso qui gère toute la vie étudiante. Je pense que c'est des expériences qui sont valorisables dans tous les domaines, en fait. Après, pour ce qui est administration publique, il me semble qu'il faut quand même faire attention à avoir des expériences qui soient assez consensuelles. Voilà. Et si jamais tu me permets, j'ai vu du coup que tu as noté toutes tes expériences, pas toutes les expériences je pense, mais en tout cas une grande partie de tes expériences associatives, du coup dans ta partie associative, dans ton CV, voilà, pour vous qui nous écoutez. Et la seule expérience associative qui n'est pas dans la partie associative est le BDE. Et du coup, Oui. pourquoi et comment tu le distingues? Ça, c'est carrément dans la section expérience professionnelle. Oui, c'est vrai. Donc j'étais vice-présidente du BDE qui a une équipe de 35 personnes qu'on gérait donc avec le président. Et un budget qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ok. Voilà, avec l'organisation d'un gala dont le prix aussi Conséquent. s'élève à une somme très conséquente. Donc c'est une expérience qui me prenait vraiment un temps, qui m'a pris. Enfin déjà il y a une élection, donc il y a une année entière de préparation de l'élection, de gestion d'équipe, trouver des fonds, désigner un programme, une semaine d'événementiel. Toujours Voilà. pas intéressé. Hein. Non, mais pas du tout. En fait, ça n'arrive personne. Non, si vous voulez savoir, moi je m'occupais surtout de l'aspect éthique dans le BDE. Ok. Voilà, donc c'est-à-dire faire de la prévention contre les agressions sexuelles en soirée, vérifier que pendant les soirées on utilise des gobelets réutilisables, voilà, ce genre de choses. Donc, c'était la moins shark du BDE. Mais à aucun moment on disait que tu étais, calculatrice, hein, parce que quand on voit que tu as quand même une expérience dans les assos environnementales, on se doute que c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Donc s'il y a jamais un recruteur qui veut pendre Eva Mej haut et court, qu'il me passe sur le corps d'abord. Oh là là, c'est beau. Et du coup, à l'opposé, ou pas forcément à l'opposé, mais on a le CV de Vincent, qui pour le coup, moi ça m'intéresse parce que du coup, Eva, tu précises beaucoup tu prends part en tout cas de ton CV, justement, tu dis ces actions pour l'environnement que tu as menées, ces actions associatives, etc. Et toi, Vincent, du coup, pas trop. Mais dans le sens, est-ce que c'est un choix pour pas te positionner sur ton CV et rester le plus neutre possible? Est-ce que tu veux justement garder une phase professionnelle? Est-ce que c'est un truc qu'on fait en droit? Voilà, Non, c'est pas calculé. En tout cas, pas au stade de la confection du CV. Ok. Je cherche pas à avoir un CV neutre. Je pense que ça sert à rien, puisque de toute façon, au bout d'un moment, on se rend bien compte de qui on a en face de soi. Oui. Donc voilà. On espère. Mais non, c'est simplement que moi, j'ai pas eu d'expérience associative dans ma fac. Après, c'est plus compliqué aussi dans les grandes structures comme les facs. Oui, bah voilà, à Nanterre, il y a plus de 30 000 étudiants. Ouais, quand même. Donc ça fait un choix conséquent, mais au final, on s'y noie un peu. Oui. J'aurais pu rejoindre une asso orientée fête, etc. On juge pas, Eva, on juge pas. Mais pour la petite anecdote, ça m'a desservi, moi, le BDE sur mon CV. Un entretien que j'ai passé pour mon prochain stage qui est à Laval en Mayenne. Okay. La recruteuse s'inquiétait justement de cette appétence pour les soirées qu'elle décelait dans mon CV. Elle me disait comment est-ce que vous allez faire à Laval pour vous adapter. Sachant que on salue Laval, hein. Commune de milliers d'habitants, milliers. Ouais, on a beaucoup d'auditeurs d'ailleurs, qui nous envoient des messages. La Mayenne représente, donc on leur fait une petite dédicace bien sûr. Bah voilà, comme quoi. Allez, c'est parti, vous voyez pas, ils sont en train de se battre là. Bah non, mais rien, c'est juste que voilà, j'aurais pu aussi rejoindre une asso plus studieuse. Je suis membre de l'asso de ma licence, mais qui elle aussi organisait des soirées. Ah bah bravo. Voilà, c'est quand même, j'ai l'impression que ça se résume assez vite à ça. Après, c'est vrai que je crois qu'il y a un campus, enfin il y a une asso pour un campus plus vert, un truc comme ça à Nanterre. Mais vu que c'est quand même une fac un peu particulière, la vie du campus se fait aussi hors association. Ok. Ouais, bah oui. Du coup, voilà. C'est des promos de combien après? Enfin, vous étiez combien dans votre promo? Alors en licence, c'était vu qu'on avait quand même un test à l'entrée. À l'entrée de la licence, on était à peu près 120 au début, 90 en L2, 60 en L3. Ok. Et les droits L1, c'était plusieurs milliers. Je crois qu'on était à peu près 2000. Charmant. En L1. Ok. Mais après, ça crème. Enfin, le droit, c'est connu pour ça. C'est que
Ok. Tu rentres un peu comme tu veux en L1 et ensuite Tu ressors comme tu peux. voilà, tu ressors très vite. D'accord, ok. Mhm. Et toi, du coup, Eva, c'est des promos de combien? En fait, ce qui est un peu compliqué avec Sciences Po Paris, c'est qu'il y a des campus délocalisés, Oui, c'est vrai. avec des promos qui varient en fonction des campus. À Paris, j'aimerais pas dire une bêtise, je pense qu'on était 800-900 dans ma promo, mais je sais que ça diminue de plus Ouais, en quand plus, même. parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont notamment envoyées à Reims. Ok. Voilà. Sur le campus anglo-saxon. C'est ça. Ils réduisent D'accord. beaucoup les effectifs à Paris en ce moment. Pour terminer la partie formation, juste, du coup, vous avez tous les deux mis votre expérience internationale au centre de votre CV. En particulier, Vincent, du coup, tu as fait un semestre à Westminster, tu nous as dit tout à l'heure. Comment tu dis, Antoine? Westminster. J'ai l'impression que c'est Monster Munch à l'envers, c'est l'horreur. Comment ça s'est passé ton semestre là-bas Bah, très bien. C'était une expérience parce que ça avait rien à voir. Je pense que c'est très lié à la fac dans laquelle j'étais. Donc voilà, je peux parler que pour l'université de Westminster, de Londres donc. Mais c'était très différent de ce que j'avais pu voir jusque-là à Nanterre. Les C'est-à-dire, cours n'étaient pas du tout les mêmes. Bah, déjà, avoir des classes plus petites, quand même. Enfin, j'ai dit qu'on n'était pas beaucoup en licence, mais c'est vrai que quand vous faites un TD à 30, 35 ou à 15, Ah ouais, c'est clair. ça change le rapport au cours, au rapport au professeur aussi. C'était plus d'échanges. Il y avait un côté un peu moins doctrinal que ce qu'il peut y avoir en droit, de ce que Ouais. moi j'ai ressenti en tout cas. C'était plus dans le partage des connaissances. Le partage, voilà, un apprentissage c'était peut-être plus facile aussi, je sais pas, mais je me sentais plus à l'aise à Westminster en tout cas. Parce que du coup, il y a une sacrée différence entre le droit français et le droit anglo-saxon. Ouais, c'est sûr, parce que je voulais revenir dessus. Pourquoi est-ce que si tu t'orientes dans une carrière de droit public, t'es parti faire un semestre à l'étranger en Angleterre? Bah, parce qu'en licence, donc j'étais en common law, donc j'avais autant de cours en anglais que de cours en français. C'était les mêmes coefficients, les matières de droit américain ou anglais. Et donc ça me semblait un peu logique. Enfin voilà, ça rentrait avec ma formation. Et puis c'était aussi l'occasion de faire une petite pause pour savoir ce que j'allais faire en master ensuite. Yes. Ouais, c'était plus chill du coup les études là-bas. Bah, il y avait 3 cours, Ok. C'est déjà beaucoup. donc S'il c'était vous quelque plaît. chose comme 6 heures par semaine. Après c'était plus orienté recherche. Donc l'idée c'était qu'on travaillait beaucoup. Qu'on t'apprenne à rien faire. Ça, c'est... On embrasse les gens qui font de la recherche, bien sûr. Ça Ouais. suffit, Antoine. Je suis en Les train de clichés. flinguer partout. Non, bah, c'est vrai que ça me faisait quand même moins travailler qu'en France. Mais Je pense que tu as dû quand même pas mal travailler ton anglais déjà, par exemple. bah, oui, c'est sûr que ça fait pratiquer quand même un peu plus. Oui, bah oui. T'as de la recherche quand même en anglais, ça. Ouais, bah oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. J'étais quand même plus à l'aise en revenant, Oui. forcément. Et puis ouais, voilà, c'est une expérience, même si je suis pas resté vers le droit international ou la common law, je pense que déjà c'est indispensable de parler anglais maintenant dans à peu près tous les métiers, je crois, ou presque. Et surtout, oui, ça fait une culture générale, une culture juridique un peu plus large. Est-ce que c'est à l'issue du coup de ce semestre à Westminster que tu t'es orienté vers le droit public français? Bah, oui, disons que j'avais un cours de droit de l'homme qui était très intéressant, grâce à une très bonne prof aussi d'ailleurs. Mais Oh, voilà. Et en rentrant pour mon dernier semestre de licence, j'avais un cours de droit des libertés fondamentales. Droit de l'homme en gros, hein, Casse la tienne. pour la faire courte, droit de l'homme. Et c'est un peu la spécialité de Nanterre. Et voilà, vu que ça s'était très bien passé, que c'était le cours qui m'intéressait le plus, au milieu de cours qui m'intéressait de moins en moins, je me suis dit que j'allais partir vers droit public pour faire droit de l'homme ensuite. Putain, c'est simple l'orientation, genre vraiment. Toi, Eva Mèche, du coup, t'as passé c'est pas un semestre, mais carrément une année à Montréal. Ouais. Pourquoi, comment Pourquoi Pourquoi t'as fait ça? Quelle idée de partir dans le Grand Nord comme ça Bon, déjà, je voulais améliorer mon anglais. Et McGill est une fac anglophone. Très très fort. Voilà, donc ça m'a permis de faire mes études un peu en anglais. Ensuite, j'avais une appétence particulière pour la culture québécoise. Non, pour Ça de arrive, vrai. ça arrive, Eva. Pourquoi pas? Non, puis j'aime bien aussi tout ce qui est randonnée. Voilà, c'est mon côté écolo. Donc toutes ces raisons m'ont poussée à aller à Montréal, qui est aussi une ville très progressiste, en avance justement sur tout ce qui est écologie, droits des femmes. Donc c'est ce qui m'a attirée. Et après, pour parler de mon expérience, j'étais vraiment très heureuse d'être allée à McGill. Pareil, enfin la même expérience de cours en beaucoup plus petits groupes où la participation est valorisée.
Et par rapport à Sciences Po, où on a un cours magistral qu'on apprend, là, il y a beaucoup de lectures à effectuer. Donc, on tire ce qu'on veut des lectures, on en discute avec le prof. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Ouais, bien sûr. Par exemple, voilà, il y a des participations qui ne sont pas toujours ultra pertinentes, surtout quand la participation compte dans la note finale. Tu as eu des expériences où tu as eu des prises de bec avec tes professeurs Non, pas du tout. Plutôt des gens un peu soporifiques qui veulent faire monter. On comprend. Ah, Voilà, c'est ça. tu nous dis si on t'ennuie, Eva, pas de soucis. Hein. Pas du tout, l'ambiance est au top sur le plateau. C'est ça. Non, ok. Mais donc, du coup, t'es T'inquiète. resté carrément 1 an. Ouais. Alors, c'était pas trop long, 1 an pour. Ah non, pas du tout. C'était pas assez long. Je pense que c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle j'aimerais bien retourner vivre. Ce qui est difficile, du coup, en un an, c'est qu'on reconstruit une vie quelque part, puis qu'on quitte après, donc c'est plutôt... C'est très beau ce que tu dis. C'est ça. Bon, après, l'hiver, je suis pas sûre de vouloir le passer toutes les années. Ouais, hein. Tu En même temps, m'étonnes. des moins 40 sympathiques. Mais ok, est-ce que du coup tu as trouvé aussi ton compte au niveau du coup politique aussi là-bas? Parce que c'est ça qui t'intéressait aussi de base. Est-ce que ça t'a permis un peu de regarder, je sais pas, un système un peu différent? C'est sûr. Ce qui est très intéressant au Canada, enfin en tout cas à Montréal, qui est dans la région du Québec, c'est que la politique n'est pas du tout structurée sur un axe gauche-droite, mais plutôt sur un axe indépendantiste ou fédéraliste. Voilà, et ensuite il y a des partis plus ou moins de gauche-droite qui se greffent sur ces axes-là, mais c'est quand Ok. même une grille de lecture tout à fait différente. Oui, c'est clair. Et du coup, Ouais. tu as pu augmenter ta culture générale sur la politique de ce pays et devenir une vraie experte. Voilà. La classe. Est-ce que tu t'es combattu pour le Québec libre? C'est difficile d'avoir un avis sur la question en réalité, Ouais, surtout quand on est entouré de Québécois. Forcément. Et surtout quand t'es français et que t'arrives un peu en colon, faut leur dire quoi faire. Ça- C'est sûr que l'attitude de certains Ouais, non, Français non, est c'est regrettable. pas du tout comme ça que je te voyais, Eva, mais c'est plutôt. Allez, on embraye. Les questions sur le stage. Magnifique transition en tout cas. Hein. Oh, c'est Allez, hop. génial, moi je m'éclate. Est-ce que du coup, pour faire une jolie petite transition, est-ce que ces expériences à l'étranger vous ont permis de décrocher de meilleurs stages, ou en tout cas est-ce que vous les avez mis en valeur lors de vos entretiens pour passer des stages? Allez. Tu veux que je recommence? Non, elle était parfaite, je t'en prie. Merci. Bon bah bisous à tous. Vincent, je t'en prie. Ouais, bah, moi, j'ai pas eu vraiment à proprement parler d'entretien pour mon stage, du coup, Parce que c'est t'es un pistonné. même pas trop Bon. talentueux. Non, ouais, c'était un peu un cas particulier. Je pense que mon entretien a duré 1 minute. Comment Ah oui. alors, ça va pouvoir Mais- permettre d'embrayer sur un truc encore mieux. Comment s'est passée votre recherche de stage? Parce que là, avec une histoire comme ça, j'ai envie envie d'apprendre plus. Bah, assez bien, mais je pense que c'était aussi parce que j'avais déjà mon master. J'avais essayé l'année d'avant, c'était pas aussi bien passé. Et donc cette année, j'ai envoyé une quinzaine, peut-être une vingtaine de CV. Tu visais quelles entreprises du coup? Je visais des petits cabinets d'avocats. C'est pas les entreprises, Antoine. Mais justement, Ça c'était suffit. pour lui faire dire cabinet d'avocat. Cabinets d'avocats et incroyable. non juristes. Donc je cherchais des... Vous ne pouvez pas voir, mais Antoine a fait une grimace. Genre, tiens, je te l'avais bien dit. Je t'en prie, vas-y, pardon. Merci. Incorrigible. Mais du coup, oui, j'avais contacté quelques petits cabinets, cherchais un truc qui soit justement, voilà, échelle humaine, quelque chose comme ça. Et au final, il se trouvait que c'était peut-être pas la meilleure idée parce que c'était trop à échelle humaine, ils n'avaient pas besoin de stagiaires, ou ils pouvaient pas les prendre en charge. Et donc, quand je me prenais des réponses, elles étaient négatives. Ah. Mais une des avocates m'a redirigé vers le cabinet qui était un peu plus gros et où ensuite voilà, j'ai été rappelé dans l'heure sans même les avoir contactés du coup. Donc, trop fort. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc on m'a appelé, je suis passé la semaine d'après et on m'a surtout demandé quand je pouvais commencer et voilà, c'était fait. Bah, c'est agréable. Quand Cool. tu parles de gros cabinet, un peu plus gros cabinet d'avocats, c'est en termes de nombre de personnes dans l'entreprise? C'est Enfin, ça. de cabinet d'avocats, Gabriel? Ou alors en tant que chiffre d'affaires? Alors le chiffre d'affaires est pas trop discuté, Oui, ça. mais non, c'était juste, il y avait 6 collaborateurs, Ok. ce qui donne déjà une dimension un peu autre que un type tout seul qui gère ses dossiers à la chaîne, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer vaguement le fonctionnement d'un cabinet du coup à cette moyenne échelle du coup? Et bah, Échelle humaine. Pardon. à échelle humaine, donc, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y avait donc un associé unique Ok. qui est celui qui a créé la structure, qui porte tous les risques, qui doit tout valider. Rien ne doit sortir sans son accord. Et en dessous, il y a 6 collaborateurs
qui sont eux aussi des avocats, tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui travaillent entre guillemets pour cet associé, qui Ok. font leur spécialité, ont parfois leur propre dossier personnel en plus de ceux du cabinet, mais qui, quand ils travaillent pour le cabinet, doivent tout envoyer pour validation au big boss. D'accord. Et du coup, derrière les associés, tu as les stagiaires, c'est ça? Voilà. T'as les collaborateurs, comment t'as les stagiaires? Collaborateurs, C'est très puis pyramidal stagiaires. quand même. C'est assez hiérarchisé, oui. Ouais. Eva Mej, toi, est-ce que ta recherche de stage s'est passée aussi bien que le jeune Vincent? Eh ben, je rejoins Vincent sur le fait que c'est plus facile de trouver un stage une fois qu'on a déjà un Master 1. C'est sûr. Surtout dans l'administration publique. Donc voilà, ma première, quand j'avais cherché un stage à l'issue de mon année d'échange à Montréal, j'avais eu du mal à trouver dans l'administration publique. Et donc j'étais allée dans une start-up de Civic Tech. Voilà, et cette année, donc je fais des stages dans l'administration. Ce qui est pratique à Sciences Po, c'est qu'on a un site qui s'appelle Sciences Po Carrière, sur lequel sont postées des offres à destination des étudiants de Sciences Po. On peut postuler directement c'est plutôt dessus. pratique, ça, quand J'ai même. même une newsletter carrière de mon master avec des offres sélectionnées pour nous. Et pour T'as pas ça, toi, hein, l'administration. Vincent? Non. Et pour l'administration publique, il y a la BIEP, qui est une banque de données avec plein de stages dans l'administration, accessible à tous pour le coup, qui facilite quand même beaucoup la recherche de stages, puisqu'on peut entrer des mots-clés, les ministères qui nous intéressent, etc. Ok, du coup, ça s'est plutôt bien passé pour toi pour cette année. C'est ça. Et l'année dernière, du coup, comment est-ce que tu as orienté ta recherche de stage Parce que si t'as pas pu trouver dans l'affaire publique, tu t'es tout de suite orienté vers les startups? En fait, il est de plus en plus valorisé pour les concours administratifs de faire un stage aussi dans le privé, pour avoir une idée un peu de ce qui se fait ailleurs. Et un ami m'avait parlé de tout ce qui était start-up de Civic Tech, et notamment de cette start-up-là. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'offre et que j'ai postulé. Ok, mais t'as été pris Voilà. tout de suite sans problème. J'ai quand même passé un entretien. Alors, j'ai dû remplir un formulaire. Ils recherchaient des gens pour écrire des articles sur la vie publique. Donc j'ai dû écrire des articles. Ensuite, on m'a recontacté pour un entretien. Ok. Voilà. Ça n'a pas duré une minute. Lors de la dernière émission, on est resté, je crois, par exemple, 45 minutes avec Raphaël qui avait galéré pendant à peu près 3 à 6 mois pour trouver un stage. Là, c'est sûr, ça va un peu plus rapidement. C'est ça. Vous vendez un peu plus de rêves et vous donnez de l'espoir aux gens qui galèrent à trouver des stages. Donc merci à vous, héros du quotidien. Vous nous avez parlé du coup de comment est-ce que vous avez recherché votre stage, mais vous nous avez pas dit comment vous avez choisi votre stage, par rapport à quels critères dans l'entreprise ou le cabinet d'avocat. Gabriel, Vincent, c'est votre moment. Est-ce que c'est par rapport du coup à... Vincent, tu utilisais pas mal le mot échelle humaine. Pourquoi est-ce que tu n'as pas visé vers un plus gros cabinet d'avocats? Parce que je pense que pour prendre conscience de comment fonctionne vraiment un métier, c'est mieux d'être au plus proche d'une personne, justement d'essayer de fuir les trucs hiérarchisés. Ok. Bon, donc ça j'ai fait comme j'ai pu. Du coup voilà, ça me semblait idéal d'avoir juste mon tuteur et personne d'autre au-dessus, et qu'il ait juste moi à gérer. Et donc là, vu que c'était pas possible, je me suis retrouvé à l'échelon juste au-dessus, avec un tuteur qui était collaborateur, qui répondait d'une personne. Voilà. Ok, donc toi tu cherchais vraiment le minimum de relations hiérarchiques entre les employés de la boîte. C'est ça, je pense que voilà, pour voir plus toutes les facettes. Et c'est ton objectif, tu l'as atteint du coup? Tu as pu vraiment voir le maximum? Ouais, j'ai beaucoup vu comment tout fonctionnait. J'étais même pas trop cantonné à un des collaborateurs, ça circulait assez librement. Après, je pense que ça c'est aussi lié au cabinet, hein. Chaque pratique est différente, mais ouais, j'étais très libre. T'es resté combien de temps dans ce cabinet? 2 mois. 2 mois? Non payé du coup? Et oui. Aïe, aïe, aïe. Ah bah sinon il n'y a pas de stage. On embrasse. C'est peut-être pour ça que ça allait vite ton recrutement. Hein. Et oui, Viens chez nous, c'est quoi? de la chair à canon gratos. Aïe, aïe, aïe. Toi, Eva, ton stage, Ouais. il a duré un peu plus longtemps? Alors oui, mon premier stage, il avait duré 4 mois et demi. 4 mois et demi. J'étais donc payée. Dans une start-up, Ouch. du coup, en start-up, c'était bien payé? C'était payé au-dessus du minimum légal. Donc oui, c'était bien payé pour un stage. Mais Ouais. aussi, tu avais des vraies missions, du coup, tu nous en avais parlé. Ouais, c'est ça. Du coup, je cherchais vraiment une entreprise qui soit tournée vers la vie publique. Donc c'est comme ça que j'ai choisi Vox. Ça correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Et là, pour cette année, vu que je suis en césure pour 1 an, j'essaie de faire des stages dans plein d'administrations différentes, à plein de niveaux différents. Donc voilà, j'ai vraiment des cases. Je voulais une administration locale, je veux être en centrale aussi. Donc c'est comme ça que j'ai choisi d'aller à la sous-préfecture de Sarcelles, puis à la préfecture de Laval. On name drop ici, allez-y. Puis je voulais aussi voir des territoires différents. Enfin, c'est pour ça que je choisis une zone plutôt
Ouais, c'est sûr. En tout cas, ça fait voyager la Mayenne. Ah, attention, Moi, la je suis Mayenne. très heureuse. Non, mais c'est sûr, ça doit être une super expérience. Mais du coup, on a parlé un tout petit peu avec Vincent. Toi, t'es payé du coup pour ton stage aussi maintenant dans le public. Oui, alors dans le public, on touche tous le minimum légal. Voilà, si vous voulez travailler en administration publique, vous serez Salut mal Antoine payé. qui a fait son premier stage en public. Oh, c'était un très très beau moment. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec 550 € en Mayenne, tu vas être dans le. La dans reine le- du pétrole. Non, c'est vrai que les loyers sont moins chers qu'à Paris. Pardon Est-ce que la tu Mayenne, est-ce que t'es obligé de payer l'ISF si tu vas là-bas maintenant? Je ne répondrai pas à cette question. Vous voyez pas, mais Antoine lit les vannes sur son écran, c'est sûr. Non, pas du tout. Non, pas du tout pour le coup. Moi, je respecte la Mayenne. Je connais quelqu'un qui vient de là-bas. Elle Allez, est on va relativement passer à sympa. autre chose. Et du coup, moi, je retrouve quand même un peu les mêmes idées. Si vous avez écouté notre premier épisode, si vous ne l'avez pas fait, Qui faites-le ne l'a pas maintenant. écouté? Oui, c'est Qui ne vrai. l'a pas écouté? Et donc, on parlait aussi de Léa qui avait réalisé un stage en start-up. Et moi, j'ai l'impression que c'est différents domaines, mais on retrouve quand même un peu les mêmes idées. C'est des plus petites échelles pour comprendre la globalité du domaine. Vous êtes d'accord avec ça ou je m'égare? Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, je pense que c'est essentiel quand on veut travailler dans l'administration d'aller voir la mise en place des politiques publiques. Ok. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'une sous-préfecture ou d'une préfecture, on n'a plus seulement les grandes idées, le projet de loi, mais on a vraiment dans les faits qui accompagnent. Ouais. Voilà. Donc Même- ça, c'est très même pour intéressant. avoir une idée d'éjalonnement finalement, genre. Mm. Ok. Et toi, du coup, Vincent, pareil? Bah oui, c'est pareil pour un cabinet d'avocats finalement, parce que je pense que les gros cabinets d'affaires avec plusieurs centaines d'avocats travaillent sur un aspect très précis d'un dossier. Alors que là, tu peux voir tous les actes qui sont faits pour une personne ou une entreprise, enfin pour un dossier, et tu peux le gérer de bout en bout, voir comment ça commence et comment ça se finit, quoi. C'est vrai que c'est une chance aussi d'être en sous-préfecture. Enfin, quand on est dans un ministère, on est affecté à une direction, donc on va être dans une politique publique précise. Ouais. Quand on est en sous-préfecture, enfin, moi j'ai eu la chance d'assister aux réunions de police, donc l'aspect sécurité, d'aller à des réunions sur l'emploi avec la directe, de faire de la politique de la ville, de la culture, de l'urbanisme, du logement. Enfin, ça permet de voir beaucoup de choses aussi. C'est très divers, quoi. Ouais, Ok, donc premier stage, petite structure. Pour plus de connaissances. c'est ça. Yes. Donc, c'est Après, ça. petite structure aussi, et même si la sous-préfecture de Sarcelles, c'est pas vraiment une petite structure non plus, quoi. C'est pas du tout une petite Ouais, de la structure. start-up, voyons Antoine. Non, j'y crois pas. Mais donc du coup, tu as pu toucher à un maximum de choses. Et maintenant, est-ce que il y a quelque chose qui t'a plus plu que les autres, ou tu sais que tu vas essayer d'orienter ton Ouais. cursus là-dedans? Je suis très intéressée par tout ce qui est action sociale, donc ça tout ce qui est touché aux expulsions locatives, mais surtout à la prévention des expulsions locatives, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et aussi tout ce qu'on appelle la politique de la ville, donc c'est la politique en faveur des quartiers défavorisés. Je trouve ça très intéressant aussi. Voilà, mais c'est toujours la même chose, je m'oriente globalement vers la culture, l'environnement, l'action sociale. C'est très beau. Voilà. Est-ce que vous vous y retrouvez un peu tous les deux? Est-ce que vous arrivez à faire des connexions d'un domaine vers l'autre ou pas? Oui, quand je suis arrivé au stage, enfin au cabinet, mon premier jour c'était faire des finances publiques pour intenter un recours contre l'État mais de la part des... Est-ce que vous avez des liens? Bah oui, mon premier lien, c'est que je l'ai traîné en justice. Ce qui est très drôle, c'est qu'un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant à la sous-préfecture, c'est de participer à la rédaction d'un mémoire en contentieux. C'est-à-dire c'est un texte en gros pour défendre l'État contre les avocats qui nous attaquent. Parce qu'on a donné des délais trop longs avant d'expulser des locataires qui Rangez ces couteaux, s'il vous plaît, on est C'est pas là un- pour ça. C'est un petit monde. La tension vient de monter d'un Il est cran. donc du mauvais côté. Superbe connexion, du coup. Ouais, c'est beau. Je suis ravi de ce lien. Non, mais globalement, le droit est vraiment beaucoup utilisé dans l'administration publique. C'est quand même la base. Et de la même façon, je pense que toutes les connaissances de sciences politiques sont nécessaires en droit. Le droit, c'est politique. Tu fais référence à Nicolas Sarkozy qui a passé le barreau, qui a son cabinet d'avocat. Ou à Marine Le Pen, Qu'on salue. Qu'on salue. Oui, et qu'on embrasse. On la salue pas parce que je vous Moyennement. rappelle quand même. Après, il y a des- qu'est-ce qui tombe politique. il y a encore les ultras du PSG qui vont descendre en bas de chez moi. Ah donc, non, s'il vous plaît. Dur. on va reprendre un peu les mêmes structures de questions qu'on a posées à Raphaël et Léa la dernière fois. Mais dans un domaine différent. Donc restez avec nous. Tu vas bien galérer au montage. Tu devrais laisser ça. C'est vrai que c'est Joséphine Lange Gardin depuis tout à l'heure. Vous voyez pas le claque des doigts, c'est terrible. Mais t'es pas sous, Antoine. Petite imitation. Bon, c'est pas ma meilleure. Je vais pas pouvoir me couper tout ça. Bon, Si, vas-y. si. Du coup, vous parlez de vos différents stages et comme on a parlé avec Léa et Raphaël dans le dernier épisode, on aimerait parler un peu aussi avec vous de comment vous vivez vos stages. Rapidement, bien sûr, mais comme on touche à différents domaines, on a vu le milieu de la start-up, du gros groupe,
comment ça se passe dans le public et comment ça se passe dans un cabinet. Quel est le mood, par exemple, dans le public? Alors je pense qu'il y a des moods vraiment très différents en fonction des structures, en fonction des équipes. Mais globalement, le mood de la sous-préfecture de Sarcelles, qui est le seul que je connais, était vraiment très accueillant. Ok. Enfin, il y a beaucoup... Dans la fonction publique, il y a des agents de différentes catégories. Mais dans les bureaux, donc il y a plein d'agents qui se mélangent. Enfin, j'étais très bien accueillie. Vu qu'il y avait peu de personnes à cet étage-là qui étaient vraiment administratifs et pas accueil du public, j'ai pu connaître tout le monde, j'ai accompagné différents chefs de bureau. Enfin, voilà. Ok. Un mood très agréable. L'année dernière, j'ai eu la chance de travailler dans le public et je me suis rendu compte qu'il y avait la plupart de mes collaborateurs qui n'étaient pas challengés et qui du coup avaient un peu tendance à être un peu paresseux dans leur travail, en tout cas dans leur engagement. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation-là aussi Je ne l'ai pas vraiment eu. Je pense que c'est peut-être plus possible dans le public que dans le privé, mais à un certain niveau de responsabilité, tout le monde est très engagé et c'est des postes qui sont aussi très prenants. Même du coup, parce que tu as dit que tu étais en relation avec beaucoup de monde, c'était que des personnes qui avaient des gros postes du coup? Non, pas du tout. Après, j'étais pas vraiment avec les agents donc, de catégorie C, enfin auprès d'eux. Je sais que dans l'accueil du public, c'est vraiment très sportif et qu'il y a beaucoup de travail. Enfin, c'est pas possible de se défiler. Après, dans les bureaux, oui, je pense qu'il y a des gens qui prennent leur temps, parfois, à certains postes. Ok. Tu as parlé de catégorie C, tout à l'heure tu avais parlé de différentes catégories, du coup tu as A, B, C, je suppose. C'est ça, et A+. A+, pour vraiment les boss. Justement, par exemple, l'ENA, l'INET, les concours les plus difficiles donnent accès à des postes de catégorie A+. Ok, tu peux switcher de catégorie lors de ta... Oui, alors c'est pas possible de redescendre vraiment de catégorie, Tant mieux. mais il y a des concours en interne qui permettent de passer d'un niveau C à B, A, etc. Et toi du coup, dans ton stage, tu avais une catégorie ou Non, moi j'étais juste stagiaire. Okay. Après, j'étais traitée catégorie comme... D-. J'étais traitée comme... Enfin, on me donnait des missions de catégorie A, parce que les stagiaires qu'ils accueillent souvent sont des stagiaires IRA, donc qui ont réussi une école qui donne accès à la catégorie A. Ok. Donc voilà, ils me donnaient les mêmes missions que ces stagiaires-là. C'est agréable, c'est cool, non? Ouais. Puis comme on va parler, je crois, après de code vestimentaire. Ah, tu as lu la trame ou mais tu... Pareil. Encore une fois, tu peux me piquer mon taf. Genre vraiment, j'ai compris, et c'est pas parce que je bégaye. Mais donc je pense qu'il y a quand même un écart qui se creuse très rapidement quand on est habillé en costume ou en tailleur toute la journée. Enfin, ça marque aussi une certaine catégorie. C'est ce que tu as vécu en tout cas. Enfin, par exemple, les agents d'accueil sont pas tenus, ne doivent pas être en costume toute la journée. Sont en jogging. Non, il y a quand même avec une des limite, tongs. parce qu'on représente l'administration. Mais Claquettes chaussettes. ça se voit pas sous un bureau. Hein. Moi, je dis ça, Oh. je dis rien. Et comment tu t'es placé du coup toi par rapport à ça? Est-ce que tu as toujours... Enfin, maintenant Ouais. ça paraît un peu bizarre peut-être comme question parce que ça fait plusieurs années que tu évolues dans ce milieu-là, mais ouais, rapidement, comment tu t'es présenté? Comment tu t'es... Alors moi, j'avais demandé comment il fallait que je m'habille, plus ou moins, et on m'a dit normal. C'est rarement le cas dans la fonction publique. J'ai l'impression quand même que la norme, c'est d'être habillé d'une façon complètement formelle. Donc les hommes sont tous en costume cravate. D'accord. En tout cas, en préfecture, sous-préfecture, je crois que dans le gouvernement, des fois, ils n'ont pas de cravate, mais... Ils se lâchent quoi. Voilà. Ouais. Du coup, pour les femmes, c'est sûr que c'est plus facile de moduler. Mais moi, je m'habille de façon très formelle. Enfin, j'ai l'impression que quand on est jeune dans l'administration, mieux vaut être trop habillé que pas assez. Ok. Voilà. Parce que du coup, tu disais l'apparence, c'est vraiment important dans ce milieu-là. Enfin, l'apparence, bon, la façon de s'habiller. Je dirais pas que c'est important, mais c'est sûr qu'il faut pas faire trop touriste. Puis il y a quand même un côté de représentation de l'État. Donc dès qu'on va à l'extérieur, on peut pas être en tongs, justement. Lors de ton stage, tu as pu aller représenter l'État dans différents... Alors moi, je spécifiais toujours que j'étais stagiaire. Mais par exemple, ce matin, on a visité la compagnie de gendarmerie de Montmorency. Donc on était à la délégation sous-préfecture. Et c'est sûr qu'il y a quand même un rang à tenir. Ouais, c'est bien sûr. Voilà, ou auprès d'autres administrations, je pense à la Directe par exemple qui s'occupe de l'économie. Voyons Gabriel, la Directe. Pardon. Enfin, ouais. Et je pense que vis-à-vis de ses collaborateurs aussi, c'est important de marquer son sérieux. Enfin, par exemple, moi je pense que c'est impossible d'aller en t-shirt dans l'administration, quelque chose que je faisais tous les jours quand j'étais en stage dans une start-up. Voilà. Ce level de gens-foutisme, ça me retourne. Toi, je me doute que c'était la fête du slip en cabinet d'avocat, Vincent. Eh ouais, en tant que stagiaire, c'est vrai qu'on n'est pas tenu à autant de sérieux. Donc oui, en plus, par 38 degrés, 39 degrés, la chemise, c'était vite pas possible. Mais évidemment, le premier jour, je suis arrivé trop bien habillé. Le costume queue de pie, le mariage de cuisine. Et oui. Non, juste un vrai pantalon, une vraie chemise et des vraies chaussures et... des ampoules dès le début de la journée, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Tu travailles pas en chaussettes? Bizarre. Et donc j'ai très vite arrêté. Dès le lendemain, t'arrivais en faux pantalon, en faux chemise, en faux chaussures. Exactement. Avec très vite basket, etc. Bon.
Ah ouais. Ça dépend des cabinets aussi, j'imagine. Là, c'était voilà, il n'y avait pas grand monde. Je me calais aussi un peu sur les autres stagiaires. Et du coup, vous étiez plusieurs stagiaires Ouais, on était entre. À un moment, j'étais tout seul, mais on était entre 2, 3, 4 quand même sur les 2 mois. Donc, oui, quand il y a un stagiaire qui se ramène en short, Ah ouais. après tu suis. C'est vrai? Oui. Oh mon dieu. Il n'y avait Ah pas la ouais. clim au cabinet. Hein. À la sous-préfecture non plus. Et Battez-vous pourtant, tous les encore. jours, t'étais en vrai pantalon, en vraie chaussure, en vraie Ouais, en chemise. vraie chemise. Prends-en de la graine, Vincent. Toi, il y avait plusieurs stagiaires à la préfecture? Il y a eu un stagiaire IRA en même temps que moi, pendant Ira, un du coup, mois. ça veut dire quoi? Tu peux juste donner une grosse approximation. Ça met pas des shorts, mais bon. Hein. En fait, non. C'est ce qui permet d'être attaché. Enfin, c'est un rang ou un grade dans l'administration. Globalement, c'est la catégorie A. Toi, la plupart des personnes du coup pour qui tu travaillais, en tout cas avec qui tu collaborais, ils étaient issus de ta formation ou en tout cas du même milieu? Non, il y avait pas de personnes de Sciences Po avec moi. Le sous-préfet était énarque, mais en dehors du sous-préfet, c'était que des gens qui sortaient justement des IRA et qui avaient fait du droit dans leur grande majorité. Comme quoi on peut être en short et réussir. Quoi, ça. Oh là là, ça suffit. Je t'en prie, Mais rigole. quel rigole devant mépris, le mais micro, quel s'il te plaît, mépris. Vincent. Non, je suis outré. Quelles étaient tes missions lors de ton stage? C'est pas vraiment résumable. J'ai eu à faire de la recherche, à rédiger des actes et à préparer des dossiers. Enfin bon, voilà, si c'est possible. Finalement. Mais Voilà. c'est-à-dire, genre, tu étais attaché à quelqu'un. Bah, il y avait un responsable du droit public, des libertés fondamentales au cabinet. Donc c'était un peu mon tuteur direct. C'est lui qui me confiait des missions en gros. Donc voilà, il me donnait un recours à rédiger, des recherches à faire pour un recours que lui avait déjà commencé. Voilà. Après, quand je suis arrivé assez vite, il y a eu 3 semaines d'assises pour 2 des avocats du cabinet. La cour d'assises, c'est pour les crimes. Merci, t'as vu mon petit regard un peu perdu. Le gars vraiment s'est regardé, c'était un grand moment. Détail. Du coup, 3 semaines d'assises. Oui, tu disais. Donc voilà, donc c'est des trucs qui demandent quand même pas mal de préparation. Donc j'ai été un peu réquisitionné pour faire le stagiaire de service, photocopier des trucs, les imprimer et les apporter Mais c'était intéressant. au tribunal. Mais c'était intéressant, bah oui, parce que c'est quand même pas... Enfin, c'est rare, finalement, les procès comme ça. Ouais, bien sûr. C'est un truc de grande envergure, donc T'as vu même si je participer n'étais à ça. qu'une petite main, j'ai pu voir... Enfin voilà, j'ai découvert beaucoup de trucs grâce à ça. Est-ce que tu t'es senti une vocation du coup depuis que tu as fait ce stage? Je sais pas si je dirais une vocation, mais ouais, ça m'a plu en tout cas. C'est sûr que ça m'a plu, que ça m'a intéressé, que ça a confirmé que oui, c'était bien ça qui me plaisait et que je me voyais faire par la suite. Mais après, voilà, Mais enfin, dans comme quel pays? je l'ai déjà dit, ouais, tout est différent. Enfin, ça varie Ouais, bien sûr, d'un cabinet à l'autre. d'un cabinet à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. J'aimerais bien savoir comment ça se passe en Mayenne, justement. Belle transition. Attends, t'es là, toi? Bon, du coup, mes missions à Sarcelles. Oui, vas-y, fais l'émission à ma place. Deuxième fois. J'étais chargée d'écrire un guide méthodologique pour l'organisation des élections municipales. Donc globalement, expliquer aux agents qui allaient prendre ça en charge, quels documents ils devaient demander, enfin essayer de créer les documents aussi. J'ai aussi rédigé des fiches pour le sous-préfet pour ses déplacements. Waouh. J'ai assisté à beaucoup de réunions et donc j'ai produit des comptes rendus pour certains d'entre elles, pardon. Et comme je disais au début, j'ai participé à la rédaction d'un mémoire en contentieux. Bon, La grande classe. à très faible échelle, mais voilà. Et Pour toi aussi, défendre du coup, l'État. t'as eu autant de succès. Est-ce que tu t'as senti que ça t'a vraiment plu? Ça m'a vraiment plu, oui. Après, toute la question, c'est, enfin, le problème de la préfecture et de la sous-préfecture, c'est qu'on est muté en fait, enfin, au niveau de sous-préfet ou de préfet en tout cas, on est muté à peu près tous les 3 à 5 ans dans des régions différentes. Donc c'est quelque chose à prendre en compte en tout cas quand on fait une carrière. Ouais, savoir que tu vas bouger et découvrir C'est ça. des Il coins y a de une raison France. particulière à ça ou... Je connais pas exactement la raison, mais ça permet en tout cas de commencer en étant sous-préfet et de monter peu à peu dans des sous-préfectures de plus en plus grosses, de devenir préfet. Voilà. Ça permet une évolution de carrière en tout cas. Ok. Puis je suppose, on parlait juste avant de challenge. Enfin, ça permet aussi de changer les méthodes de la personne qui sont à la tête de la préfecture. Ça permet aussi une uniformisation de ton pouvoir sur le territoire.
Pas du tout. Probablement. Non, mais t'inquiète pas, pas de Et soucis, du coup- je me lance. Hein. Et ouais, Vincent, du coup, niveau carrière, évolution de carrière, comment ça se passe aussi dans les cabinets d'avocats? Est-ce que c'est toujours le même schéma? Pas du tout? Ça dépend quel cabinet on vise. Ouais. J'ai l'impression que c'est tout à fait possible de commencer dans un cabinet, mais aussi de se lancer tout seul. Ah ouais, carrément. Il y a des gens qui le font. Freelance. Ouais. Après, c'est sûr que c'est comme un médecin généraliste, quoi. T'arrives en ville et personne te connaît. Ouais, si jamais t'as Donc, pas faut de se carnet faire un nom. d'adresse, ouais. Donc assez souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui veulent travailler seuls doivent rejoindre un cabinet, Ouais. gérer des dossiers perso en même temps qu'ils travaillent déjà à plein temps pour un cabinet, et ensuite donc réussir à se dégoter leur petit carnet d'adresses, se faire un nom, Et se séparer après discrètement et fonder et leur ensuite truc. voilà, lancer leur pratique. D'accord, ok. Mm. C'est un truc qui t'attire, ça? Alors ça, c'est Ouais, c'est un peu tôt. c'est loin, c'est Ouais. très loin, mais ouais, déjà choper le barreau, et ensuite voilà, rejoindre un cabinet, ce serait déjà pas mal. On verra ensuite si c'est possible de lancer son propre cab. Donc le fait d'avoir ton barreau, finalement, c'est pas un passe-droit ou un accès certain à un cabinet? Alors ça, je saurais pas te Ouais. dire, Ok, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que sur Paris, c'est blindé, par exemple. d'accord, ok. Il y a beaucoup d'avocats, il y en a de plus en plus de jeunes avocats. Donc ouais, c'est déjà le concours est sélectif, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont avocats. Donc après, ça peut être bien de viser le barreau de Bobigny, Ok. celui de Créteil, enfin bon, tous ceux de la région parisienne, en gros, pour ceux qui veulent rester à Paris. Pour les non-parisiens, je sais pas du tout. Faites vos recherches. C'était juste du coup, merci pour ce moment, Vincent. Je cite le livre de Valérie Trierweiler au sujet de François Hollande. Comment s'est passé du coup tes relations avec tes premiers collègues du coup quand t'es arrivé lors de tes premiers jours? Du coup, assez bien parce que voilà, je suis tombé sur des gens sympas, ce qui est toujours bien. Ce qui est sûr. Voilà, donc ça fait une bonne expérience. Ça se passait très bien avec eux. C'était où du coup? C'était en centre de Paris? Oui, ouais, c'est la plupart des cabinets sont des endroits un peu classe Ça, c'est agréable, non? dès qu'ils peuvent. Ouais, si ce n'est l'absence de clim, Ah oui, ça, c'est beaucoup moins avec cette agréable. chaleur Oui, de oui. fait, Doublé avec l'absence de salaire. Je suppose que t'avais pas de ticket resto. ça picote. Oui, Ça a dû être 2 bons mois sympas pour ton compte en banque. oui, non, c'était pas l'idéal. Ouais, c'est voilà, pour pouvoir assumer 2 mois, pour pouvoir survivre 2 mois. Oui. C'est un sujet qu'on a abordé la dernière fois, mais du coup, comment tu fais pour déjeuner, etc.? Et je me faisais des petites lunchbox. Ouais. Et du coup, c'est enfin, un truc convivial où tout le monde mange ensemble ou, Ouais, il y avait une salle prévue pour ça. Après, chacun faisait ce qu'il voulait, tout le monde était libre. Ok. Les collaborateurs qui étaient dans mon bureau, ils prenaient des Deliveroo entre 15 et 30 balles chaque jour. On les salue, hein. Voilà. Ouais, oui. Donc, on voit qui est payé et qui ne l'est pas. Mais ouais, du coup, c'était ça, les stagiaires Il y avait une faisaient selon leur bourse. Il y avait une bonne ambiance du coup dans la boîte, les gens s'organisaient pour manger ensemble. Pas toujours. En gros, le cabinet lui-même, les collaborateurs mangeaient un peu dans leur coin. Et il y a d'autres avocats qui louaient un bureau dans les locaux. Ils louaient le bureau pour manger entre eux. Non, pas pour manger, oui. Ils louaient le bureau à l'année pour recevoir des clients, etc. Mais enfin, du coup, c'était plutôt Ouais, eux bien qui sûr. mangeaient ensemble. Donc en fait, ça a fait qu'au final, on était un peu atomisés chacun. Petite Et, secte. et que les locataires étaient dans leur grande, Ah ouais, d'accord. dans leur salle à manger. Et niveau team building, ça doit pas être terrible, non? Bah, Team après, il reste les pauses café, les pauses clopes. Ok. J'ai fait des sorties dans des réunions, des trucs ouais, en mairie, Ok. pour le recours dont j'avais parlé là, contre l'État. Rencontrer différents directeurs, des maires de communes, etc. Où du coup, tu passes 1 heure avec ton tuteur. Donc ça permet quand même un peu Ouais. de les connaître. Et entre stagiaires, c'était très naturel. Voilà, on commence tous au même stade, donc Entre mecs en short quoi. c'est ça. Toi Eva May, je suppose qu'à Sarcelles, c'était pas trop non plus ouf pour manger dehors. Dans la plupart des administrations, il y a des sortes de restaurants, en fait, des cantines.
Non, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que tu veux dire, du coup, j'en profitais. Voilà, j'en aurai dans mon prochain stage, donc pareil, je faisais des lunchbox, mais il y a des collègues qui sortaient, il y a quand même des sushis, enfin il y a des restaurants à J'ai Sarcelles, totalement oui, manqué de un respect truc à à Sarcelles. Sarcelles. complètement. On les embrasse. Je pense que c'est un cliché très parisien. Non. Waouh. Voilà, et en termes d'ambiance, j'ai vraiment préféré l'ambiance administration à l'ambiance start-up pour le coup. Ah ouais. Pourquoi? Je trouve qu'en start-up, les liens sont très vite plus personnels que professionnels. Enfin, Ok. je sentais qu'il y avait une sorte de pression à en dire beaucoup sur sa vie, ce qu'on avait fait hier soir, ce qu'on faisait ce week-end et tout. Et j'ai l'impression qu'en administration, c'est possible d'avoir des relations agréables mais professionnelles et de pas trop rentrer dans les détails de la vie de couple de chacun, ce genre de choses. Enfin, ça me convient mieux qu'il y ait une certaine distance quand même. Voilà. C'est hyper intéressant, du coup, comme tu as vécu les deux. Peut-être que tu peux essayer de nous faire un parallèle. Enfin, qui va justement poser ce genre de questions? Est-ce que c'est vraiment que entre stagiaires? Est-ce que c'est n'importe qui de la hiérarchie qui peut venir te voir à une pause et te dire ok, qu'est-ce que tu as fait ton week-end, etc. En administration, par exemple. Ouais, par exemple. Je dirais qu'en administration, les gens évitent de poser des questions vraiment personnelles. Enfin, on peut y venir, mais c'est vrai qu'en start-up, vu que les gens sont plus jeunes aussi, je sais pas exactement. Puis c'est une petite structure aussi en start-up, vous êtes 4 en vrai. administration, je sais pas combien t'as de collaborateurs, aussi. mais c'est Ouais. beaucoup plus conséquent. Ok, d'accord. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant, les relations qui peuvent se créer au travail, etc. Et comme les limites qu'on peut y mettre. Ouais. Ok. Vincent, toi, c'était ta première expérience en entreprise, à part le stage de 3e. Tu peux nous en Oui, parler si tu c'est veux. ça. Stage de 3e, bah, si vous voulez. Hein. C'était pour C'est savoir, parti. du coup, c'était ta première expérience professionnelle. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, qui t'ont choqué d'arriver comme ça dans un monde de grands Est-ce qu'il y a certaines choses que tu attendais à ce que ce soit d'une certaine façon un peu idéalisé et finalement tu étais déçu C'est un peu dur de dire. Je crois que j'avais pas vraiment de préjugés ou quoi. J'y suis allé, je savais pas du tout comment ça allait se passer. J'avais aucune idée de comment fonctionnait un cabinet. C'était aussi pour ça que je voulais voir. Et ça s'est fait assez naturellement parce que du coup, il y avait une bonne ambiance. On m'a assez vite fait confiance sur différentes choses. Et voilà, c'était pas un problème d'aller demander des renseignements, des précisions sur des trucs. Vu qu'il y avait d'autres stagiaires, pour une question trop con, tu peux toujours, tu peux ne pas te faire griller par C'est une super bonne astuce. Hein. Moi, je Ouais. fais tout le temps. Il y a plusieurs stagiaires. À chaque fois, ça se pose des questions. l'entraide entre stagiaires, c'est très important, je pense. Ça sert beaucoup, mais du coup, voilà, comme première expérience, je dirais que c'était assez Pas de surprise. naturel. Mais voilà, une fois de plus, ça dépend du cabinet dans lequel tu tombes, quoi. Ok, niveau communication interne dans le domaine des affaires publiques, autant dans le droit que du coup directement dans l'administration, comment ça se passe? Est-ce que vous avez je sais pas, une plateforme d'échange? Je sais qu'on parle beaucoup sur Slack, là où je travaille, Antoine aussi, là aussi, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est que des mails? Alors nous, en start-up, c'était Slack aussi. Ouais, Après, en administration, en tout cas dans le ministère de l'Intérieur, il y a une messagerie spécialisée ok, à laquelle on a accès que quand on est au travail, d'accord. sur l'ordinateur sur lequel on travaille. Ok, donc là, il n'y a même Voilà. pas d'histoire de penser à faire du taf chez toi, ou etc. C'est vraiment... C'est possible quand même de travailler ses dossiers depuis chez soi, mais Ouais. voilà. Après, je sais que mes collègues communiquaient parfois par SMS. Mhm. Et vu que c'était vraiment une ambiance sympathique, c'était complètement possible de sortir de son bureau, d'aller toquer à la porte du chef ou du D'accord. collègue et de lui poser des questions. Voilà. Ok. Il y avait aussi Donc, une bonne ambiance, quoi. Ah vraiment, j'ai beaucoup plus communiqué à l'oral que par mail. D'accord. Et toi, Vincent? Nous, la communication, vu que c'était dans un même bâtiment pas si grand, c'était Ouais, tu te vraiment déplaces. face à face, voilà. Ok. Tu te déplaces. Après, tous les échanges de pièces, etc., ça se faisait par mail, Mhm. avec une boîte mail qui n'était accessible que, pareil, depuis les locaux. D'accord. Donc il n'y a même pas moyen de récupérer des documents, etc. C'est vraiment très cloisonné, etc. Bah oui, ouais, c'est quand même un peu C'est délicat. le minimum. Ouais. Un peu de sécurité. Comme dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de passerelle avec vos différents parcours? Je sais, moi, que pas mal d'hommes politiques ont commencé par des études en droit, Ok. puis ont passé le barreau, sont devenus avocats, et par la suite se sont mis sur des carrières politiques. Donc on a Ok. parlé de Le Pen, Sarkozy, etc. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale bien aimé, était docteur en droit. Ok. Il a publié des articles il n'y a pas si longtemps. Après, dans l'autre sens, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont vers... Alors moi, je suis vraiment dans l'administratif plus que dans le politique. Mais du coup, dans l'administration, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des études de droit, puis Ok. qui ont passé les concours.
parce qu'il y a quand même, quasiment dans tous les concours, il y a une épreuve de droit qui est très discriminante, enfin très sélective. Et après, pour ce qui est de l'administration, en fait, quand on réussit un concours, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts. Et par exemple, quand on réussit l'ENA, il y a des profs au Conseil d'État, enfin, il y a des profs. Il y a des postes au Conseil d'État, et le Conseil d'État, c'est quand même une instance, une cour suprême, enfin, c'est juridique. Il y a des postes aussi dans les tribunaux administratifs, voilà. D'accord, ok. Mm-mm. Donc voilà, à vous qui voulez réaliser des carrières de ce type, il existe des passerelles peut-être. Foncez. Croyez en vos rêves. Croyez en ce que vous êtes. C'est très bien parce qu'on parle d'institutions historiques depuis tout à l'heure. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui est encore plus vieux que ces deux institutions? Non. Je vous donne dans le mille, le stage. Wow. Effectivement, la condition de stagiaire est vieille de plus de 1000 ans. Non, c'est faux. Je n'y connais rien. Mais Mathéo, qui est à l'autre bout du monde, qui est peut-être très très loin physiquement, mais toujours aussi près de notre cœur, nous a fait une petite chronique. Je vous propose de l'écouter. Chers stagiaires, bonjour. Pour cette première chronique, j'ai eu un peu de mal à trouver un sujet. Puis je me suis posé une question toute simple. Mais c'est quoi un stage? Puis bon, je me suis dit que vu la nature de l'émission, vous devriez tous voir à peu près ce que c'est. Mais ça m'a permis de lancer la machine, puisque cette question s'est transformée en « Mais d'où ça vient, cette idée de stage ?» C'est vrai, il a quand même fallu, un jour, quelqu'un de brillant qui s'est dit « Merde, j'ai trop de travail pour moi tout seul, mais pas assez de sous pour payer quelqu'un, qu'est-ce que je fais ?» Bon, alors ça s'est pas passé comme ça, évidemment. En réalité, le stage, quand on y pense, c'est la chose la plus naturelle du monde. On retrace ça à des centaines d'années plus tôt, dans le Moyen-Âge, quand l'économie était centrée sur des guildes qui représentaient chaque corps de métier. C'était souvent des métiers techniques, manuels. Il y en avait comme ça des bijoutiers, des forgerons ou que sais-je, qui devaient transmettre leur savoir-faire. Ils prenaient un apprenti qui vivait avec eux pendant des années, tout frais payé, mais sans avoir le droit de faire quoi que ce soit d'autre à côté. Je sais pas si ça vaut le coup d'être logé et nourri du coup. Mais bon, après peut-être 10 ans de stage, ouais, parfois ça durait une dizaine d'années. Donc c'est pas un été qui est ruiné là, c'est une adolescence. Hein. Et donc après tout ce temps, ils devenaient enfin vraiment membres de la guilde et pouvaient commencer à gagner leur vie. C'est un peu hardcore, mais au fond c'est plutôt vertueux. Ça permet à l'apprenti d'apprendre son futur métier, et au maître de passer son savoir-faire, et puis de recevoir un petit coup de main au passage. Mais à parler de Moyen-Âge, il y a notamment un exemple qui m'a frappé, c'est celui des écuyers. Au Moyen-Âge, pour devenir chevalier, fallait bien passer par là, non? Mais là, ça veut dire qu'au lieu de se perdre dans les couloirs pendant son premier jour, par exemple, le stagiaire, là, il risque de se prendre un carreau d'arbalète. Ça fait relativiser un peu. Nous, on part à la photocopieuse ou à la machine à café, l'écuyer, il partait en croisade, quoi. Bon. Ce système finit quand même par disparaître. Surtout à cause de la révolution industrielle. Ben oui, tous les corps de métiers concernés sont remplacés par du travail à la chaîne. Le travail qualifié se raréfie. Bon, bref, il n'y a plus trop de savoir à transmettre là. Non, à la place, on propose des jobs d'entrée. Des petits boulots pour les débutants, quoi. C'est mal payé, c'est chiant, mais on a un pied dans l'entreprise. Et on peut commencer à gravir les échelons. Ah bah ouais, c'est comme un stage en fait. Mais bon, le stage tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça arrive bien plus tard. Ça vient des États-Unis et ça se développe dans les années, à partir des années 50, puis beaucoup dans les années 70 et 80. En même temps que les écoles de commerce, dont les diplômés ont besoin de se créer un réseau pour s'intégrer dans le monde du travail. Et puis c'est arrivé en France progressivement. Heureusement pour nous, on a rajouté quelques règles au passage. Mais il faut savoir que la législation qui encadre les stages a été entrée en vigueur en 2015. 2015, c'était il y a 4 ans. Hein. La durée de 6 mois maximum, par exemple, avant on n'en avait rien à faire. À l'époque, on aurait sorti le 2014 Intern Talk, ça aurait choqué personne. Hein. C'est d'ailleurs au même moment que le miracle se produit, la rémunération devient obligatoire pour les stages de plus de 2 mois. Yes, on a eu de la chance quand même. Et donc c'est comme ça, en fouillant un peu sur internet, que j'ai pu répondre à ma question. Peut-être que je devrais faire pareil pour mon sujet de stage. Ah ouais, grave cool. Ah bah, est-ce qu'on peut dire que Mathéo Il est a très, travaillé très fort, plus s'il que vous nous? Moi je pose ce micro et j'applaudis. Bravo Mathéo. Bravo Mathéo. Merci Mathéo. Alors, est-ce que Vincent t'aurait aimé être écuyer? Tu prends un petit carreau d'arbalète. Alors peut-être pas. Mais en même temps, oui, très intéressant la partie sur les artisans, tout ça. Ouais, Beau travail Mathéo. je peux te dire que c'est un peu dur de rebondir dessus, mais c'est vrai que c'est... Ben non, parce que finalement au Moyen-Âge, ils avaient besoin de bons plans aussi. le podcast super sans transition, c'est incroyable. On va vous proposer, comme à l'habitude, depuis maintenant 10 ans qu'on est à l'antenne, les meilleurs bons plans afin de profiter de l'été en étant stagiaire. Vincent, quelles sont tes bonnes astuces en tant que stagiaire pour profiter de l'été et profiter de la life? Eh bien moi c'est les Cinexpériences. Cinexpérience. Et oui, tout un programme. C'est le site Sens Critique qui permet, une fois qu'on a créé un compte, de participer à des concours où, si on est tiré au sort, on peut assister à une avant-première d'un film et depuis pas longtemps, avant-première de série, mais sans savoir ce qu'on va aller voir. Donc on a voilà, la date, l'horaire,
le lieu, mais on sait pas ce qu'on va voir. Et c'est gratos, du coup. Tirage au sort, Bonne astuce. 2 places. Et voilà, ils font ça assez régulièrement. Ça, c'est vraiment Ça permet de découvrir des bons films et les lieux changent en plus. Enfin, je trouve ça vraiment très cool. ouais, plutôt pas mal pour comme nous qui n'avons pas grand chose à faire de l'été, découvrir de nouvelles choses. Voilà. Gabriel, je crois que tu as déjà une excuse. Des excuses à présenter à l'entièreté de la communauté. Skip, Ola et payant. Alors finalement, ouais, non, c'est pas payant, mais c'est un peu limité. Ouais. Bon, sinon, j'ai un nouveau truc. C'est super, Netflix. Super plateforme pour streamer un maximum. Non, en vrai, sinon, il y a des super bons plans. Je dis pas, c'est pas mon bon plan, mais il y a des super bons plans pour choper des abonnements sur. Allez, je vais pas le dire, de VPN. Très peu cher en ce moment. Je te rappelle qu'on a quand même un gros partenariat avec NordVPN. C'est faux. Mais du coup, il y a des super abonnements en ce moment, donc profitez-en. C'est genre même pas de 2 balles par mois et ça vous ouvre toutes les portes du truc gratuit dont je vous avais parlé. Allez hop, on passe au nouveau bon plan. Et donc, mon nouveau plan, ça date un petit peu, mais je trouvais ça très très drôle quand j'ai découvert. En gros, c'est un concept d'application qui vous aide et qui rend le truc un peu plus ludique de courir. Alors, C'est jamais marrant de courir. Alors Vraiment. si, c'est marrant. Bon après, il faut avoir un peu d'imagination peut-être. Mais je trouvais ça hyper drôle quand même. Le concept, en gros, ça s'appelle Zombies Run, je crois, un truc comme ça. Et tu te mets du coup tes écouteurs, tu cours, et en fait, c'est comme si tu étais poursuivi par des zombies. Donc en pleine canicule, rien de plus ravissant que de courir avec les zombies derrière toi. Je trouve ça très drôle en fait. Mais c'est horrible. C'est le pire Mont Blanc. En vrai, c'est très très drôle. Vous devrez essayer juste une fois. Il faut qu'il fasse jour parce que sinon c'est un peu badant. Mais en vrai, c'est très très drôle. Voilà, c'est un bon plan à prendre comme vous voulez. Surtout pour la canicule, c'est vraiment super de courir. Super bon plan. Voilà, et buvez de l'eau. Et Mamège, est-ce que t'as Ouais. est-ce que t'as un super bon plan toi aussi? Ah. Moi, j'ai Impossible un de bon passer plan après pour ça, Eva. pas mourir de faim avec un salade de stagiaire. Ah. Ouh. C'est une application aussi qui s'appelle Too Good To Go, que vous connaissez peut-être, Yes, bien sûr. qui permet de récupérer les invendus de restaurants, boulangeries, supermarchés, etc. Voilà, et de pas gaspiller en même temps. Je l'ai utilisé l'année dernière et je me suis retrouvé vraiment avec genre 12 baguettes, genre avec du pain au maïs et tout. Et genre il est resté chez moi mais genre un mois et à chaque fois je disais non mais t'inquiète, je vais finir. Et genre il y avait un pain au maïs, il était tellement dur. Et je me suis dit mais plus jamais je prends ça parce que finalement tu récupères tout le magasin et Il y a des enseignes qui sont plus sympas que d'autres. Oui, non, Oui, ouais, c'était il y a vraiment des trucs très très sympa. cool. un peu trop pour mon petit estomac. Bon, tu fais très le malin, tu fais beaucoup de malin même je trouve. Donc Antoine, présente ton bon plan. Moi j'ai un super bon plan parce Allez. qu'il fait beau, il fait chaud, on est sous-payé, gna 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 gna. Mais si comme moi vous étiez en chemise pendant la canicule et que du coup vous avez sué à grosses gouttes, je vous propose d'aller vous laver à Paris-Plage, à la Villette. Et il y a des piscines gratuites et c'est vraiment super. Comme ça quand tu même peux pas le laver dans la piscine publique. Bah, oh pour te rafraîchir. Alors je pensais pas un jour être beauf au point de recommander Paris-Plage à des potes. Mais c'est vraiment incroyable. Apparemment aussi il y a 7 terrains de baby-foot, des terrains de pétanque. Donc Le beach volley. ah, je vois que je parle à un connaisseur. Monsieur pratique. En tout cas, c'est vraiment l'endroit où boire du rosé avec ses potes en sortant d'une petite conf call, un petit after work. L'appel à l'alcoolisme. Faites du sport sinon. Hein. Waouh, Avec non. Zombies Run, allez hop. Mais le summer body, c'est pour ceux qui ont un summer, tu vois. Ceux qui travaillent tout l'été, ils profitent faux. juste. Merci. On va donc se quitter maintenant. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. On va vous inviter bien sûr à liker, à partager, à envoyer ça à toute votre famille comme ce qu'on a fait lors du lancement du premier épisode. On vous invite bien sûr à liker la page Facebook, à suivre la page Instagram, à écouter sur Spotify, SoundCloud et YouTube en même temps, Et l'appli podcast aussi, si vous avez un iPhone. bien sûr. Et copains d'avant, parce que qu'est-ce que j'adore Oh là les là, vannes. les longues cette On blague. peut Et repasser- LinkedIn, LinkedIn bien sûr. Ouh. Bien- c'est mon côté bien- corpo qui parle. Donc merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Eva Mej d'être venu. On a beaucoup appris. Et merci Gabriel de nous avoir apporté le soleil. Merci Enfin, Antoine d'être là. Allez. Merci à vous. Merci. On peut s'applaudir, c'était un bon podcast. Merci beaucoup à vous. Gros bisous.